Montrer aux gens quoi faire, c'est facile. Mais vraiment de créer un endroit qui est fait pour vivre d'une certaine manière et de vraiment vivre de cette manière, on peut montrer, regardez, c'est possible. Sur une petite île comme ça, les ressources vont partir très très vite. Est-ce qu'on a de l'électricité? Est-ce qu'on a de l'eau? Mon Ikea préféré de l'île, c'est la déchetterie. Ici, c'est freestyle. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de choisir ses batailles. Ce que je voudrais faire sur l'île, c'est apporter des vraies solutions. Puisqu'on fait ici inspire beaucoup de gens, continue à boire des bières, on fera des verres avec. Enfin, je veux dire, moi je le fais pour la planète, mais je le fais pour ma santé mentale aussi. Ce que nous faisons ici n'existe pas. Enfin, maintenant ça existe. Donc moi, mon nom c'est Luca. Je suis française, j'habite à Koh Phangan en Thaïlande. On a créé une résidence d'artistes. Ça fait 8 ans qu'on travaille sur ce projet et pour beaucoup d'années à venir, j'espère. L'Abracadabra est un espace pluridisciplinaire et on essaye vraiment de rassembler des artistes de tous horizons qui font des choses très très différentes, que ce soit avec le travail du mouvement, du corps, le travail du bois, du métal, toutes les activités manuelles. On est très très porté sur le recyclage et sur réutiliser les ressources qu'on gâche en fait. Et résidence parce que on voulait que tous ces gens qui font des choses très très différentes se rencontrent dans un endroit, se rendent compte qu'en fait on fait tous un peu la même chose, on travaille avec notre passion et on essaie vraiment de pousser les limites de ce qu'on connaît, de ce qu'on sait faire et d'apprendre les uns des autres pour se rendre compte qu'en fait tout ça, ça va ensemble, qu'on peut tous toujours évoluer et surtout vivre différemment dans le sens où prendre responsabilité de ce qu'on consomme, que nos actions ont une conséquence et d'essayer de changer notre vision de la consommation, de notre impact sur notre environnement. Vu qu'on habite sur une île, c'est vraiment très important ici de faire attention à ces ressources et de réutiliser tout ce qu'on peut pour éviter l'import, l'export, le gâchis et la pollution. On prend déjà des gens qui ont envie d'explorer leurs possibilités, leurs limites, les pousser à apprendre des nouvelles choses. Et pour ça, le cirque, la danse, les arts aériens, c'est une façon de développer son corps par le même biais, développer son esprit. Mais c'est vrai que dans notre équipe des fondateurs de l'Abracadabra, mon rôle n'était pas de m'occuper de la partie cirque, mais plutôt justement de toute la partie activité manuelle et très portée sur recyclage. Parce que pour moi, ayant fait des activités manuelles toute ma vie, le traitement des matériaux est quelque chose que je connais très très bien et je voulais vraiment pouvoir appliquer ce modèle à un endroit. Ce qu'on essaye en fait de faire ici, on appelle ça en anglais « lead by experience ». Montrer aux gens quoi faire, c'est facile. Mais vraiment de créer un endroit qui est fait pour vivre d'une certaine manière et de vraiment vivre de cette manière, on peut montrer, regardez, c'est possible. Je sais que les gens qui vivent en ville, qui ont un job de 9h du mat à 5h de l'après-midi, c'est difficile de recycler, de faire attention au supermarché, de se rappeler de prendre son sac, son take-away container. Mais on peut tous faire des petites choses qui font une différence. Et le tout, c'est de vivre dans un endroit qui vraiment encourage à ça pour prendre de bonnes habitudes et après appliquer ce qu'on peut chez soi. Et le but était vraiment de créer un endroit où les gens puissent vraiment prendre le temps de regarder ce qu'ils consomment, de regarder l'impact que cela a autour d'eux sur cette île, de regarder comment par exemple le développement, le tourisme affecte cette île et pourquoi il est tellement important, spécialement sur un petit microcosme comme Koh Phangan, de faire attention parce que sur une petite île comme ça, les ressources vont partir très très vite. Et ce serait bien qu'on donne un petit peu plus que ce qu'on prend et de vivre ici avec nous. C'est ce que les gens découvrent et j'espère ramènent chez eux pour ramener ça dans leur environnement journalier. J'ai toujours voyagé.
J'ai eu la chance et le privilège d'avoir des parents qui ont vécu à l'étranger quand j'étais jeune. Donc en 99, ma famille est partie à vivre à Singapour et c'est là que je suis vraiment tombée amoureuse de l'Asie. J'ai beaucoup voyagé pour faire mes études, plusieurs différentes carrières complètement différentes les unes des autres. Et en 2012, j'ai commencé une carrière de tatoueuse à Singapour, où je suis retournée au bercail. Et j'ai bossé 4 ans en tant que tatoueuse à plein temps dans un shop à Singapour. Et très vite, avec des amis avec qui on avait imaginé ce projet, on s'est dit qu'il était le moment de le faire. On a eu une occasion de faire ça en Thaïlande. On a du coup regardé un peu tout le reste de l'Asie du Sud-Est en sachant qu'on ne voulait pas rentrer en Europe, on voulait vraiment rester en Asie. Et on s'est rendu compte qu'en fait ici c'était quand même l'endroit candidat idéal pour créer ce projet, que ce soit au niveau de ce qu'on voulait faire au niveau cirque, mais aussi justement à cause du microcosmos insulaire au niveau de notre projet écologique et environnemental. Pour nous, c'était vraiment une sécurité de venir ici et de savoir que notre investissement ne serait pas happé ou qu'on nous foutrait dehors ou quoi aux caisses. Et il y a vraiment une douceur et on se sent bienvenu en Thaïlande pour venir et vraiment créer quelque chose. Maintenant, au jour le jour, c'est un petit peu différent, mais au niveau du pays, c'est quand même un endroit qui est très propice à l'installation des étrangers. Ce projet devait être notre projet de retraite. Il a été imaginé à Burning Man. En fin de soirée, ce serait bien de vivre dans la jungle ou ce serait bien de vivre dans la nature, au rythme de la nature et de créer cet endroit où tous les artistes puissent se rencontrer et créer cette espèce d'ébullition créative. Et quand je suis rentrée à Singapour en 2012, j'ai commencé à travailler, on n'y était pas du tout. Et un jour, on a eu l'occasion de venir emménager sur ce terrain. Ce terrain a été l'occasion, ici. Et mes amis ont dit, bon bah, pourquoi pas maintenant? Je me suis dit, bah, il est peut-être un petit peu tôt. Et mon partenaire m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, soit on peut attendre et le faire quand on sera plus âgé et regarder les jeunes l'utiliser, soit on peut faire ça maintenant et l'utiliser aussi tant qu'on est jeune, avec les gens autour de nous et les ramener autour de nous. Donc c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait ici, mais avant de se décider, c'est vrai qu'on a littéralement pris une carte de l'Asie et on a décrit nos critères. Personnellement, je voulais vivre dans un pays qui ne soit pas musulman. Je déteste me couvrir le ventre, je n'ai pas envie d'être sexy ou quoi que ce soit, mais j'ai envie de pouvoir être libre de m'habiller comme je veux et de pas non plus être maladroite au niveau de la culture locale. Donc ça, c'était mon critère premier. Je voulais dans un pays où la femme est égale à l'homme, sur le papier au moins, où ma façon de vivre, mes préférences de vie sexuelle, etc. ne seraient pas un problème culturel ou religieux. On voulait aussi un pays qui soit plus ou moins stable au niveau politique, au niveau du gouvernement. Dans des pays comme le Myanmar, c'est un petit peu compliqué. Dans les pays comme le Cambodge, je suis désolé de le dire, mais c'est le bordel législatif. La Thaïlande a quand même un super historique de créer des lois autour de l'invitation des étrangers, qui est très bien fait et très lucratif pour eux, mais qui marche et qui protège un petit peu aussi, parce qu'on voulait investir tout ce qu'on avait et il fallait être sûr qu'on n'allait pas se faire renvoyer chez nous avec plus rien. Donc la Thaïlande est vraiment très vite arrivée en tête de proue. Et moi, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est déjà le fait que Koh Phangan, j'étais déjà venue il y a beaucoup d'années, et que quand je suis revenue pour voir ce terrain, j'ai vu que l'île n'avait pas changé très vite en fait, et qu'elle ne s'était pas développée comme Koh Samui ou comme d'autres îles que j'ai vues en Asie du Sud-Est.
Et aussi le fait que ce soit une île. Et pour ma partie du projet qui était plutôt environnementale, de pouvoir essayer, tenter d'avoir un impact. C'est plus facile de le faire sur une île, sur un petit endroit, plutôt que sur la Thaïlande métropolitaine, où là, autant faire pipi dans la mare, quoi. Ayant grandi en Asie, j'avais une très très bonne idée de comment interagir culturellement avec des gens de beaucoup de pays. C'est quelque chose que j'ai appris très jeune. Maintenant, c'est vrai que par rapport à Singapour, je savais que j'allais réemménager dans une jungle différente de la forêt que je connaissais quand j'étais petite. Ici, c'est freestyle. La chose que je pense qui a été le plus difficile pour moi, peut-être en tant que Française, je sais pas, ça a été de prendre sur moi quand face à des choses qui me trigger. Je me rappelle pas comment on dit en français. Voilà, il y a des choses qui me font réagir et sur lesquelles il a fallu que je prenne mon mal en patience, que ce soit de trouver des gens qui disent ce qu'ils font quand ils disent qu'ils vont les faire, de négocier des prix, d'être assez souvent vu comme un citron à presser pour de l'argent, ou bien même quand en tant que directrice de mon établissement, on me demande où est mon mari et où est mon boss Thaï. Et là, il faut sourire, dire qu'on est désolé et dire que on est vraiment désolé, mais malheureusement ce sera avec moi qu'il faudra parler et non mon mari que je n'ai pas et ni mon patron Thaï que je n'ai pas non plus. Et ça a été un petit peu quelque chose à laquelle il a fallu que je m'adapte. Mais comme tout, on peut amener les choses dans son sens. Il faut juste faire comprendre aux gens qu'il y a une différence dans la façon de penser et trouver un moyen de reconnecter tout ça pour qu'on puisse communiquer et que tout le monde arrive à avoir ce qu'ils veulent. La première fois où je suis venue en Thaïlande toute seule, c'était en 2008. C'était avec une copine et j'étais jongleuse de feu et on voulait rencontrer, parce que voilà, Full Moon Party, il y a plein de gens qui font du feu, on voulait rencontrer des artistes jongleurs locaux. Donc on est arrivé sur Adrine, un jour de Full Moon. Et là, j'ai vu le cataclysme, consumérisme, spring break, l'atrocité qui est, mon opinion, qui est la Full Moon Party. Et nous avons été horrifiés. Dès que le soleil s'est couché, buckets, des gens complètement bourrés, en train de vomir partout. J'ai ouvert des grands yeux, j'ai fait oh là là, c'est quoi ce truc? On a vu des jongleurs, on a fait oh cool, il y a du feu, on va voir nos futurs copains. On arrive là-bas, ils nous disent ah, vous voulez faire du feu? Non, non, ici c'est notre espace, c'est notre turf, notre coin, faites pas ici. On était là, ah là 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 là, et même les jongleurs ils sont pas sympas, ah là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, quelqu'un, un vieux qui avait l'air d'être un vieux de la vieille, il a fait mais qu'est-ce que vous faites là? Prenez un bateau, allez à Eden, vous avez rien à faire ici. Et donc du coup on a pris un bateau, on est allé à Eden et on a fait ah ok. Il y a plusieurs côtés à cette île. Et même aujourd'hui, hein, les semaines de Full Moon, je ne sors pas de chez moi. Parce que j'ai envie de gueuler sur la route, j'ai tous envie de les tuer, j'ai envie de leur dire de rentrer chez eux. Arrêtez de venir polluer notre belle île. Donc je ne sors pas de chez moi. Mais ouais, la Thaïlande, ça a été vraiment... la Thaïlande et surtout Koh Phangan, ma première impression a été ce contraste. C'est que sur un petit bout de caillou, aussi petit que Koh Phangan, il puisse y avoir autant d'endroits complètement diamétralement opposés. Et quelque part, cette dualité, plus tard, j'ai compris en fait que Koh Phangan ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas la Full Moon.
Mais en même temps, je suis content qu'ils restent à Hadrine et puis qu'ils envahissent pas le reste de l'île pour qu'on arrive à développer un tourisme plus conscious, plus sustainable et plus en ligne avec une culture alternative que je suis très très heureuse de voir se développer sur l'île. Les défis auxquels j'ai fait face ici ont été innombrables et sont encore présents. Il y a tout d'abord eu la charge de travail. On a rêvé grand et la vie a fait que je n'ai pas eu tout de suite et pas mal d'années le soutien du reste de l'équipe. Donc monter un truc tellement pluridisciplinaire toute seule, sachant que tous les gens qui passent ici sont c'est un endroit de transit, Kopangan. Les gens viennent se chercher, donc sont là pour travailler sur eux-mêmes. Et même s'ils ont envie de faire du volontariat, etc., est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou mettre en priorité leur développement personnel et faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient? Pas évident. Et donc de créer, soutenir la partie légale de cet endroit, financière, sachant que je ne pouvais pas développer à ma guise, par manque d'énergie, de temps, de moyens, tous ces différents aspects, que ce soit le côté classe, le côté esthétique, légal, etc., a été un sacré challenge. Maintenant, vu qu'on est une équipe un petit peu plus avec un peu plus de soutien, on arrive à chacun se donner plus des rôles et chacun un petit peu plus son truc à faire. Et on arrive quand même à un moment où on n'est plus en train de se demander pourquoi il n'y a pas de table dans le salon. On est plutôt en train de se demander quelle plante on va mettre pour faire plus joli dans un endroit et quel mural on va peindre sur ce mur. Donc on arrive plus à du détail. Et ça a été une longue route sur laquelle on est encore en train de marcher au fur et à mesure. Au vu de tous les défis qui paraissaient insurmontables quand on a commencé à utiliser des programmes pour planifier le temps et toutes les tâches et on s'est retrouvé avec 3000 lignes sur une Excel spreadsheet et c'était le mont Everest et j'arrivais pas à gérer quand il y a tellement de priorités, on commence par quoi? Très vite, il a fallu que je me durcisse un petit peu et que, au lieu de dire oui, mais peut-être, en fait, si tu veux me donner des conseils, viens nous aider. Parce que c'est joli de parler, mais moi je travaille 12 heures par jour sans salaire depuis 8 ans. Donc, si tu penses que c'est quelque chose d'urgent qui devrait arriver ici, viens, fais-le, j'ai tous les outils. Et en fait, la solution a été de développer chaque aspect en prenant en priorité ce qui allait apporter un soutien financier, de créer une méthode, Singapour, de créer une méthode pour que ça se développe avec un soutien et puis après que ça se devienne plus streamline, donc que ça se gère un peu tout seul avant de s'occuper d'un autre thème, un autre projet, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, on a quand même réussi à créer des relations avec quelques personnes locales pour savoir qui appeler quand la pompe à eau marche pas, quand le puits est à sec, quand les panneaux solaires marchent pas, quand quelque chose casse. Et puis heureusement, après plusieurs années, mes partenaires financiers sont arrivés et on a réussi à mieux distribuer les tâches et les choses à faire pour que chacun puisse avoir une charge de travail humainement possible. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Alors, le lab, il a été créé en nurserie à Singapour. Je suis venu avec mon emploi à Kopangan. Au lieu d'arriver en Thaïlande et se dire « Ah c'est ici que je veux vivre », on avait déjà le projet dans notre tête et on avait déjà les moyens avec nos connexions à Singapour
de créer notre projet de Singapour et de ne venir que quand il avait déjà commencé. C'est-à-dire que on a trouvé le terrain, c'est ça qui nous a fait venir ici. Et une fois qu'on a trouvé le terrain, on avait des amis thaïs expatriés à Singapour qui ont accepté de nous aider pour aider à avoir le terrain, trouver un architecte qui pourrait traduire, parce qu'on a designé la maison nous-mêmes et après il a fallu la faire traduire par un architecte, nous faire le bail pour le terrain. Tout ça on l'a fait de Singapour en revenant petit à petit. On a trouvé une équipe pour faire construire la maison, on a fait construire la maison avec tous les permis de travail, tous les permis de construire, tout dans les règles, dans les normes, sans bakshish. Et après, en arrivant ici, eh bien, direct, on a créé l'entreprise avec une consultante business avec une très bonne réputation, qui prend beaucoup de fierté à construire des business clean. Donc elle ne paye pas de bakshish, donc on a vraiment tout fait dans l'art, dans le bon ordre, pour justement être en full respect de la loi thaïlandaise. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé ici pour construire donc la dernière étape, le business, et après commencer à le faire marcher. Ce qui a été assez difficile parce qu'en Thaïlande, école de cirque n'existe pas, résidence d'artistes n'existe pas. Ce que nous faisons ici n'existe pas. Enfin, maintenant ça existe. Ayant grandi en Asie, communiquer, vraiment créer un pont entre les différentes cultures, entre ma culture franco-singapourienne et tous les endroits où on a voyagé avec ma famille quand j'étais plus jeune, ça a toujours été très facile pour moi. J'étais ouverte, j'avais envie de comprendre les différentes cultures, les gens, j'apprenais tout le temps les langues, le vietnamien, le cambodgien, quand on voyageait. Et je trouvais ça toujours super facile. Et à Singapour, il y a vraiment cette espèce d'osmose où il y a tellement de cultures différentes qu'en fait tout le monde est un peu curieux et tout le monde accepte que les gens sont différents et on trouve un juste milieu pour communiquer. Et quand je suis arrivée ici, c'est vrai que je ne pense pas que ce soit vrai pour toute la Thaïlande, mais sur l'île, j'ai rencontré des difficultés à vraiment créer de vrais liens meaningful avec des Thaïs. Où j'avais toujours un peu l'impression qu'ils cherchaient un angle, qu'est-ce qui pourrait tirer de moi. J'avais pas vraiment l'impression qu'il y avait vraiment de genuine, de vrai dans les relations. J'étais plusieurs fois déçue ou arnaquée, où je pensais que je m'étais fait un ami, etc. Et pour me rendre compte qu'en fait non, ils avaient un motif ultérieur et qu'en fait il y avait quelque chose qu'ils voulaient avoir au final. Ce qui m'a un petit peu, au début oui, déçue. Et puis très vite aussi, je me suis confrontée au fait que je sois une femme blanche célibataire qui crée un business. Et ça a été aussi un petit peu difficile à surmonter, beaucoup de fois. Mais heureusement, et sur cette île ça a assez bien marché, le fait que je sache travailler le bois, le métal, et que je sache faire beaucoup de choses qui sont réservées aux hommes, a réussi à me placer à un niveau social et à gagner un peu le respect en fait d'une population masculine très patriarcale, et au final créer des liens où certains de mes amis thaïs sont fiers de connaître une nana qui peut bosser comme un homme. Et en fait il a fallu que je fasse ressortir mon côté masculin pour gagner du respect. C'est bête à dire, hein, mais ça a été l'angle qu'il a fallu que je prenne pour pouvoir évoluer et pour que ma parole en tant que patronne, en tant que personne, ait une valeur. Comme j'ai dit, la Thaïlande, je vois vraiment au niveau de l'histoire comment la Thaïlande
est arrivé à créer un système qui accommode l'arrivage constant de gens du monde entier. Et quand je disais que les Thaïs voient les étrangers comme un petit peu des citrons à presser pour de l'argent, je le dis pas d'une manière péjorative, c'est plutôt quelque chose que, qu'en vivant ici, j'ai appris à vraiment comprendre pourquoi on en est arrivé là. Quand on voit le jour d'après de la full moon, déjà quand on voit la full moon, ces gens qui arrivent du monde entier, jeunes, qui arrivent sur une terre qui n'est pas la leur, et qui se disent « Allez, je suis pas chez moi, je peux faire tout ce que je veux », et qui n'ont aucun intérêt à se mixer ou à apprendre de la culture de l'endroit dans lequel ils sont juste là pour boire, consommer, baiser une pute, tous ces espèces de mythes, ils sont là pour détruire, pour prendre. J'ai de l'argent, et je fais ce que je veux. Et je les ai vus, les Thaïs, ramasser les jeunes complètement en coma éthylique, les mettre dans le taxi, se faire insulter. Ah, vous parlez pas anglais. Enfin, le manque de respect de beaucoup d'étrangers qui viennent ici me fait vraiment honte d'être une étrangère. Et donc j'arrive à vraiment comprendre que les Thaïs, à la fin de la journée, ils n'ont pas envie de faire la différence. Est-ce que cet étranger, il a du respect pour notre pays, ou est-ce que cet étranger, il est juste là pour nous manquer de respect? Dans ce cas-là, on va juste lui prendre son argent et puis on espère qu'il s'en aille vite. Et malheureusement, c'est vrai que moi, j'ai envie de faire autre chose ici. J'ai pas envie de participer aux beuveries. J'ai envie d'aider, que ce soit la Thaïlande ou juste de trouver des solutions en général pour vivre mieux en relation avec la nature. Et je comprends que énormément de Thaïs au premier abord n'aient pas envie de se demander s'ils ont besoin de faire la différence ou si je suis comme les full mooners. Donc, je vois vraiment ce rapport, j'en suis témoin assez souvent, et même personnellement, la façon dont les Thaïs s'embêtent pas et se disent qu'ils veulent, qu'ils nous prennent. On a l'argent d'être ici, donc pourquoi pas le prendre? Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que on dirait qu'ils ont perdu l'espoir de communiquer avec d'autres humains. Pas que des blancs, des farangs, des birmans. Malheureusement, la nationalité, la race, entre vraiment dans l'addition de comment est-ce que je vais interagir avec cette personne, et que beaucoup de fois, les Thaïs, ils prennent pas le temps ils ont plus ni le temps ni l'énergie de jauger si un étranger est là parce qu'il est intéressé par leur culture, ou ils sont juste là pour boire et rentrer chez eux. Donc oui, j'ai beaucoup vu ces comportements des Thaïs envers les farangs, les étrangers, de vraiment essayer de leur soutirer de l'argent, plus ou moins honnêtement. Mais en même temps, je peux pas les blâmer, parce que quand je vois le manque de respect de la plupart des étrangers qui viennent ici, je ferais peut-être la même chose, je sais pas. Personnellement, en termes de mes relations avec les expats sur l'île, qu'ils soient français ou de n'importe où dans le monde, ça fait très peu de différence pour moi. Je suis complètement bilingue, donc j'ai pas ce besoin de me retrouver à parler français. Ça me fatigue pas de parler anglais toute la journée. Pour moi, c'est vraiment la même chose dans mon cerveau. Avec beaucoup de Français, j'ai un manque de culture qui fait que les Français qui aiment bien parler avec des Français pour se retrouver sur des sujets culturels français, avec moi c'est un petit peu difficile parce que j'ai très peu de culture française. J'étais expatrié quand j'étais gosse et tout ça. Mais par contre, quelque chose que je ne pensais pas dont j'aurais besoin, parce que à Singapour c'est jamais quelque chose que j'ai recherché. D'ailleurs, quand j'étais à Singapour au lycée, j'évitais les Français comme la peste. Je traînais tout le temps avec des Singapouriens, je ne voulais rien avoir à faire avec les Français. Je suis un peu moins comme ça maintenant. Et à Singapour, ça ne me manquait pas du tout de ne jamais interagir, presque jamais interagir avec des Français. Mais sur l'île, j'ai découvert un petit resto, bistrot pas très loin. Et c'est vrai qu'une fois de temps en temps, après une dure journée,
me prendre un petit verre de vin au comptoir et de voir que y aura toujours quelqu'un que je connais, un Français, et qu'on va pouvoir boire un petit apéro et cette espèce, dans ce sens-là, ce côté de la culture, je savais pas qui me manquait, et maintenant que j'y ai accès, c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps. Même si je n'ai pas été du tout exposé à ce mythe de se faire arnaquer par des Français ou par des gens de ton propre pays, je vois comment ça pourrait être si j'étais un arnaqueur, ça pourrait être la meilleure chose à faire, parce que ça crée être du même pays, la même culture, ça invite à la confiance. Donc je comprendrais que c'est plus facile d'arnaquer un Français quand t'es Français plutôt qu'un Russe. Maintenant, je pense que ça arrive partout, hein. Alors, je suis vraiment pas la bonne personne à qui demander ça, parce que depuis que je suis arrivée ici, je suis 90% du temps ici, juste ici. J'ai beaucoup voyagé plus tôt dans ma vie, et c'est vrai que de voir des constructions grandioses, comme ils savent faire les temples, tout ça, c'est vraiment magnifique et humbling. Chiang Mai, j'ai trouvé la ville magnifique. Il y a une vieille ville, et les vieilles villes ont toujours une âme, les vieilles pierres ont toujours une âme, et de se rendre compte que quelque chose a été construit il y a tant d'années et est resté et entretenu, ça impose un espèce de respect au niveau de la culture et de la continuité historique d'une culture. On vit dans la jungle. Il fait beau toute l'année. La faune et la flore est d'une richesse incroyable. La nourriture est fraîche. La culture est encore très humaine. Il y a vraiment une déshumanisation en Europe, que ce soit au niveau des rapports des gens, des rapports à l'argent, rapports au système. Les choses à Koh Phangan sont encore un peu freestyle, on va dire. Et j'aime bien ce côté un peu île de pirates, parce qu'il y a vraiment un rapport aux humains. Il y a un rapport avec la loyauté aussi, qui est très important, qu'on perd énormément dans les pays de l'Ouest, où vraiment la parole de quelqu'un veut dire quelque chose. Les relations, quand on parle de mafia, quand on parle de toutes ces choses, vraiment d'un point de vue péjoratif, on oublie aussi que mafia, ça ne veut pas juste dire corruption. Ça veut aussi dire créer une famille. La mafia, c'est une famille. Et peu importe ce qui se passe, la famille, elle est toujours là pour nous et on sera toujours là pour eux, ça c'est à vie. Et dans ce côté-là, de ce sens-là, je trouve que c'est vraiment un côté humain qui est beaucoup plus sain que ce qu'on nous apprend et ce qu'on vit et la manière dont on développe nos relations en Europe. On a tous notre famille, mais ici c'est différent. Et ça, c'est vraiment quelque chose, la façon de vivre, le pace aussi par rapport à la ville et tout de suite, machin, faut aller travailler pour manger, travailler pour pouvoir avoir une vie. Enfin, ici, on vit. On vit et on bosse pour pouvoir vivre. Mais il y a vraiment un côté humain en rapport avec la nature et en rapport avec le côté humain des gens pour créer des relations, que ce soit professionnelles ou personnelles, qui n'a pas de prix et avec lequel on a vraiment perdu le contact, à mon avis, dans les pays de l'Ouest. Au niveau des inconvénients de la Thaïlande, je prends toute la responsabilité. Je parle 6 langues, mais je ne parle pas bien le thaïlandais. La raison pour ça, c'est que je ne sors pas souvent de chez moi et donc du coup, je n'ai pas réussi à vraiment pratiquer. Et donc, au niveau de la langue, de ne pas pouvoir expliquer ou de comprendre ce que les gens me disent est vraiment une très grosse frustration pour moi.
Mais il serait bien que je commence à prendre le temps pour apprendre le thaï. Donc ça, c'est absolument ma faute. J'ai même honte. J'ai honte d'être en Thaïlande, d'être ici depuis aussi longtemps et de ne toujours pas savoir thaï. J'ai quand même appris le chinois quand j'étais ado. Merde. Et sinon, deuxième inconvénient, c'est le côté pratique. Je trouve qu'en Thaïlande, et sûrement sur cette île en particulier, les gens pensent au jour le jour. Ils font pas beaucoup de plans vers l'avenir et d'essayer vraiment d'aligner les choses. Et je trouve qu'il y a un certain manque d'organisation. Ils ont une confiance aveugle que tout finira par bien se passer. Et ils ont raison, parce qu'ils causent beaucoup moins de stress. Mais moi, ça me stresse de ne pas savoir ce qui va se passer. J'aime bien organiser, voilà, qu'on ait une timeline. Mais c'est mon côté singapourien, ça, je pense. Donc oui, souvent j'ai des moments de panique parce que j'ai du mal à aligner une timeline et d'avoir la Thaïlande, enfin tout ce qui fait la Thaïlande aller dans la même direction. Au niveau de la Madeleine de Proust, il n'y a pas grand-chose qui me manque de la France. Vraiment très très peu. L'assurance d'acheter une bonne bouteille de vin pour pas cher et que ce soit pas du vinaigre. Ça peut-être, oui. Et certains fruits qu'on trouve pas ici. Ici on a beaucoup de chance, il y a énormément de fruits, mais une petite framboise de temps en temps. Je me sens vraiment en sécurité. Je fais très attention aussi. Je me suis renseigné avant de venir ici. J'ai fait en sorte d'être en sécurité ici, sur cette île. J'ai aussi travaillé activement à créer une sécurité pour mon bien-être, pour ma compagnie, pour mes investissements, en intégrant une famille de tatoueurs tout de suite quand je suis arrivé. J'ai trouvé parce que les tatoueurs ne font par réputation pas partie de la mafia, mais en sont respectés. Donc c'est la première chose que j'ai fait ici en arrivant, c'est de me trouver une famille. Ce que j'ai fait, et je me suis toujours senti en sécurité. Mais j'entends tout le temps tellement d'histoires de gens qui se font arnaquer, très souvent par des Thaïs, parce que mais il m'a donné sa parole, il me dit qu'il n'utilise pas son terrain, il aime mon idée, il veut investir dans mon idée. Ils prennent les idées, ils commencent à construire et puis ah bah non en fait on n'a pas besoin de toi. Ça arrive souvent. Cette saison, avec un autre sens de sécurité, cette saison a été particulièrement meurtrière sur les routes à Koh Phangan, parce qu'on a une montée exponentielle du tourisme, énormément de voitures sur des routes qui sont absolument pas adaptées, des gens qui ne savent pas conduire, à qui on loue des voitures et des scooters. On a eu énormément d'accidents sur la route. Des gens qu'on connaît plus ou moins, et puis des gens que je connais aussi qui ont fait des bêtises, enfin, qui n'auraient pas dû conduire, ni en état d'ébriété, ni avec quelqu'un derrière eux, et avec un casque, et avec des chaussures. Ce genre de choses arrive de plus en plus. Des problèmes de sécurité physique. On a un ami qui s'est fait assassiner cette année, c'est jamais arrivé. Et d'une violence vraiment... que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et c'est vraiment arrivé. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ou pas? On ne sait pas. Mais ce genre de choses, bon, ça arrive, un gars qui dit un blanc qui est trop bourré et qui embête le mauvais Thaï, et puis qui se fait retrouver dans une allée. Ça arrive sur Adrien pendant la full moon, ça arrive. Mais là, c'est vraiment des gens qui habitent ici, qui font leur vie. Et on a vraiment eu des gens bizarres cette année, et c'est pas des Thaïs. Donc il y a aussi un énorme brassage de gens qui sont pas forcément dans la même vibe que les gens qui viennent ici d'habitude, et qui donc du coup amènent quelque chose d'un peu plus, ouais, une espèce de violence qu'on ne trouve pas ici. On est dans un pays bouddhiste, donc ici la violence n'est pas gratuite. Et on a eu la violence gratuite qui a été amenée sur notre île.
J'ai eu plusieurs vies dans ma vie, certaines où j'attendais le boulot, où j'avais pas mal de temps, et puis quand c'était Fashion Week, il fallait 22 heures par jour, on ne s'arrête jamais, et vite, tout de suite, toujours plus. Et puis après, c'est vrai qu'à Singapour, quand j'étais tatoueuse, c'était pas des horaires d'office, mais bon, j'allais au shop tous les jours, je dessinais, je tatouais, j'avais mon petit train-train urbain. Ici, ma vie type, c'est d'avoir à peu près un plan, puis je me réveille et puis je me rends compte que la pompe à eau, elle marche pas dans le pluie, donc ça devient ce que je fais aujourd'hui. Ici, c'est beaucoup plus flexible. Bon, évidemment, on a un business, donc on est ouvert à certaines heures, etc. J'ai des trucs à faire, mais la nature, la nature autour de nous dicte pas mal quelles sont les priorités. C'est-à-dire, est-ce qu'on a de l'électricité, est-ce qu'on a de l'eau, et régler ces problèmes quotidiennement au vu de la plomberie en Thaïlande. Pareil, je me lève le matin, toutes mes belles salades se sont fait envahir. Maintenant, ma mission de la journée, c'est de créer un remède pour garder mes salades, parce qu'on mange aussi beaucoup ce qui pousse, ce qu'on essaie de faire pousser. Mes problèmes ou mon rythme quotidien est vraiment dicté beaucoup plus par le cycle de la nature ici qu'il ne l'était avant, et beaucoup d'improvisation. Cette île, Koh Phangan, a une réputation pour détruire les relations amoureuses. Et je l'ai vu arriver avec plein de fois, avec beaucoup de couples qui arrivent, qui sont très amoureux, et puis avant la fin de leur séjour, ils sont séparés. Si vous voulez tester votre relation, la durabilité de votre relation, venez la tester à Koh Phangan. Pour moi, la difficulté a été de trouver quelqu'un dans ma vie qui ne soit pas à Koh Phangan de manière transitoire, parce que beaucoup de gens rêvent de revenir, d'être ici, c'est magique, puisqu'on fait ici inspire beaucoup de gens, et malheureusement la réalité c'est qu'il faut être super organisé, être bien dans ses baskets et vraiment avoir une base solide dans sa tête, dans son cœur et dans le plan, la marche à suivre, pour vraiment rendre quoi que ce soit de durable, que ce soit au niveau de créer un business, vivre ici ou être en relation ici avec quelqu'un. Beaucoup de gens se perdent parce que justement c'est très freestyle ici, et puis on a beaucoup de cultures alternatives sur ce côté de l'île où il y a beaucoup de gens qui viennent expérimenter, pousser leurs limites de leur relation, que ce soit avec la polyamoureuse ou monogame, relation ouverte. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la communauté expat qui font que souvent il y a des malentendus sur ce que ce type de relations sont, et beaucoup le prennent d'une manière qui n'est pas vraiment la bonne, dans le sens où je vais être polyamoureux et du coup je vais pouvoir coucher avec qui je veux quand je veux, ce qui n'est pas la réalité de la polyamorie. Mais personnellement, heureusement, je suis très chanceuse d'avoir rencontré quelqu'un qui partage ma vie et qui vraiment regarde dans la même direction que moi, dans la vision du futur avec notre endroit. Et vraiment, c'était pas donné, et je suis très chanceuse qu'elle fasse partie de ma vie. Je pense que il y a un petit peu des paradoxes dans l'éducation, la nouvelle éducation des gens en Occident, où on dit aux femmes de se libérer et aux hommes que leur masculinité est toxique. On leur rabâche ça toute la journée. Les femmes, au lieu de chercher une égalité, montrent le point féministe. Il y a un petit peu un conflit qui se passe dans la société occidentale, et donc du coup je pense que c'est une espèce de refuge. On se dit où on va aller dans un pays un peu plus patriarcal et où les filles elles ont un peu moins de choses à dire et ce sera plus facile. Maintenant je suis pas sûre que ce soit une vérité.
Personnellement, mes amis occidentaux, hommes, ils sont pas avec des tailles. Et si je retournais la question dans l'autre sens, je crois qu'il y a des très bonnes raisons aussi pourquoi moi je ne suis pas avec un taille. Pour les mêmes raisons de culture patriarcale, etc. Mais ça doit marcher pour beaucoup de gens. C'est pour ça qu'ils viennent là pour ça. J'ai jamais été très sérieuse avec mes comptes et ce genre de choses, mais j'ai toujours été assez raisonnable. Donc si j'ai de l'argent sur le compte, je dépense. Si j'en ai pas, j'en dépense pas. Je dépense jamais ce que je n'ai pas. J'ai jamais fait d'emprunt, que ce soit à la banque ou à des gens. Maintenant, au niveau du business, parce que ça n'inclut pas que moi, et cet équilibre est fragile, on fait quand même attention, on note tout, et surtout, la chose sur laquelle on fait très attention, c'est que le moment où on gagne de l'argent pendant la saison haute, il ne faut pas le dépenser tout de suite, parce qu'il y a certains mois et plusieurs mois à Koh Phangan, enfin dans des endroits touristiques comme celui-ci, où on a beaucoup moins de business et il faut les survivre ces mois-là. Et puis tous les 6 mois, tous les 4 à 6 mois, il y a aussi la facture administrative des taxes qui arrivent en gros package et où il faut débourser beaucoup d'argent pour payer toutes les taxes et rester en règle. Maintenant, d'un côté personnel, parce que je gagne mon pain avec des activités plus ou moins en relation avec l'organisation qu'on a créée, que ce soit en enseignant des classes, en fabriquant du matériel de feu pour les jongleurs, en tatouant, ce que je fais toujours ici. Je suis très old school. J'ai de l'argent sur la banque parce que certaines personnes me payent avec le scan, directement sur mon compte en banque. Chose que je n'utilise que quand j'ai vraiment besoin. Sinon, je travaille, j'organise mes finances personnelles avec ma boîte et mon cash. Et s'il y a de l'argent dans la boîte, je peux me permettre de dépenser des sous. Et s'il n'y en a pas, eh ben c'est ceinture. Alors à l'Abracadabra, on a un business plan qui n'est pas typique. On a 0 dette, on a tout payé cash. On s'est débrouillé pour créer un business sans corruption. On paye toutes nos factures, on paye toutes nos taxes et encore plus de taxes parce que nous sommes un business créé par des étrangers dans un pays qui sait tirer de l'argent des étrangers qui veulent vivre ici. Évidemment, il faut que, comme je l'ai déjà mentionné, il faut que ce business crée du revenu parce que pour payer toutes ces factures, donc nous créons des classes, on vend des produits, des services, de l'apprentissage, de l'éducation. Pour nous, la vision du business est vraiment différente de celle de l'Ouest. On veut vraiment essayer de prendre un pas en arrière. Parce que dans le monde occidental, si tu as de l'argent, tu peux demander tout ce que tu veux de quelqu'un. Parce que le client est roi. Ici, les gens rentrent dans notre maison. Donc, si les gens ne peuvent pas être respectueux envers les gens qui vivent dans cette maison, leur argent, on n'en veut pas. Ici, ce qui compte vraiment pour nous, c'est les relations entre les gens et le respect. Et donc, même si on a des factures à payer, on veut vraiment garder une éthique de respect et ça fait partie des choses que essaye aussi sur lesquelles on essaie de faire de l'éducation. C'est que, au-delà de tout, le travail avec l'humain, le respect, la communication, c'est quelque chose qui vraiment surpasse tout. Et des fois, c'est pas très intelligent au niveau finance. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Et dans la culture thaïlandaise, c'est quelque chose que beaucoup de Thaïs appliquent aussi. On ne peut pas rentrer dans un restaurant thaï et marcher sur la tête de la patronne. Elle va vous envoyer chier.
Et ça, je trouve que c'est humainement, c'est bien, parce qu'ils ont encore ça. J'ai des gens qui arrivent ici, je donnerai pas de nationalité. No, I have money now, but we're closed. No, I have money now, I want to buy. Ah bah ouais, mais non, non, moi je suis en pyjama, là, il n'est plus l'heure. Vous allez respecter mes limites et vous allez revenir quand on sera ouvert. Et ça, il y a des gens avec qui ça passe, qui se disent « Ah mince, c'est vrai, ce sont des humains ». Et d'autres gens avec qui ça passe pas, ces gens-là ne reviennent pas et tant pis. Je pense qu'on peut vivre pour pas cher en Thaïlande, mais pas avec un haut train de vie. C'est comme tout, si on veut manger européen et pas manger thaï à tous les repas, bah, la vie coûte pas aussi peu cher qu'on peut le penser. Maintenant, il y a une grande vague de gentrification en Thaïlande, en général, j'imagine, mais surtout qu'on a vu sur cette dernière année ici, à Koh Phangan, qui fait que les choses ne se coûtent plus 3 francs 6 sous comme c'était le cas il y a 10 ans, ou peut-être même 5. Il y a une façon de voyager, une façon de consommer. On peut voyager et dépenser assez peu d'argent. Si on est un peu malin, on va sur les petits marchés, les endroits un petit peu moins touristiques, louer une maison directement avec l'habitant plutôt que d'aller sur Airbnb ou les sites de booking. Il y a des façons de garder un budget bas. Cuisiner à la maison n'est pas une option. Ça coûte beaucoup moins cher encore de manger dans la rue et ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes sur le fait qu'en Thaïlande, tout coûte 3 francs 6 sous. Et ça, par contre, ça n'est plus exactement vrai. Ce n'est pas complètement faux, mais on est très très loin du coût de la vie il y a quelques années, oui. J'ai beaucoup fait partie de la vie nocturne un peu partout où j'ai vécu, que ce soit à Singapour, en France ou en voyageant. J'étais danseuse et circusienne de feu, jongleuse de feu depuis presque 15 ans. Donc je vois pas une énorme différence dans la façon dont les gens font la fête. Comme je le disais tout à l'heure, l'extrême de débauche que l'on voit sur la full moon me désole. Maintenant sur l'île aussi, comme je le disais, il y a vraiment plusieurs épicentres de communautés qui sont très très différentes et il y a un côté un peu plus européen, peut-être même un peu plus berlinois, hippies, de fête sur l'île. Il faut juste être un petit peu plus connecté avec le groupe qui nous va en fait. La vie nocturne sur l'île est très dense. Il y a des choses qui se passent tous les soirs et j'ai même beaucoup vu des amis et des gens que je connais se laisser happer par cette fête qui en amène une autre, qui en amène une autre et en fait la vie dans la journée cesse d'exister parce qu'on ne vit que d'une fête à l'autre. Je pense que j'étais assez chanceuse, le fait que j'ai beaucoup travaillé dans la vie nocturne, je n'ai pas trop de FOMO, où en fait ça m'embête pas de rater une fête, il y en aura toujours une le lendemain ou la semaine prochaine. Mais il faut vraiment choisir son tribe et son ambiance et bien choisir avec qui on veut faire la fête et le genre d'événement qui est adapté à chacune et chacun. Mais là, comme je le disais, la vie nocturne ici ne peut ne jamais finir et c'est très facile de se laisser happer. Bah, j'ai les yeux pour voir, donc personnellement ce n'est pas dans mes habitudes d'aller voir des prostituées, mais j'ai les yeux pour voir, donc je vois des hommes blancs âgés avec des jeunes femmes thaï, où on sent qu'il y a un côté un peu plus contractuel et financier dans leur relation. Mon premier voyage en Thaïlande, à Phuket, nous sommes passés avec ma famille dans des rues où
où je me suis rendu compte qu'on était dans un quartier à prostituées et de voir l'âge de certaines jeunes filles, c'était quand même assez choquant. Donc je suis consciente que c'est encore une réalité en Thaïlande, le tourisme sexuel, et le tourisme sexuel, j'ai envie de dire pédophile, malheureusement. Maintenant, c'est vrai que j'y suis pas beaucoup exposée, j'en suis témoin parce que je regarde ce qui se passe autour de moi, mais j'ai l'impression que sur Koh Phangan, en tout cas là où je choisis de passer mon temps, je le vois beaucoup moins que dans d'autres parties de la Thaïlande ou même de l'île, j'imagine. Au niveau des lady bars et de la prostitution en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des jeunes filles qui sont beaucoup trop jeunes pour prendre ce genre de décision d'elles-mêmes, et c'est vraiment horrible. Maintenant, de ce dont j'ai été témoin sur l'île, et pour avoir traîné un petit peu tard dans certains bars, Stop Café, et d'avoir aussi aidé à les ladies des lady bars qui viennent avec leurs clients, et certains clients qui dépassent un peu les limites, elles savent ce qu'elles font. Elles ont choisi la plupart, elles ont vraiment choisi leur métier. Elles sont très pragmatiques. Il a quelque chose que je veux, j'ai quelque chose qu'il veut. C'est une transaction comme une autre. Je suis bien placé pour savoir que la prostitution n'est pas seulement de ce type, elle existe sur un vaste spectre, et qu'on est tous un peu des prostituées quelque part. Et c'est juste une question de point de vue. Et beaucoup savent très bien ce qu'elles font et elles tirent ce qu'elles peuvent de leur situation. Tous les gens qui sont en Occident, que ce soit ma famille ou mes amis et mes connaissances, ça fait longtemps que je suis partie et ils s'inquiètent beaucoup moins pour moi. Il y a eu des époques où, bien sûr, et qu'est-ce que tu fais, et ta sécurité, tu viens d'un pays, qu'est-ce qui se passe chez toi. Mes parents, ils ont élevé des enfants d'expat, donc fais attention, mais je pense que j'ai un peu prouvé que je savais m'occuper de moi, et je pense surtout que mes parents aujourd'hui sont fiers et me le font ressentir. Ils viennent me voir tous les ans, ils voient mon progrès, ils savent que ce n'est pas une lubie, ils savent que ce n'est pas un plan sur la comète, c'est quelque chose qui est arrivé et que je maintiens et qui grandit, et je pense qu'il y a beaucoup de confiance à ce niveau-là. Mes amis en Europe, c'est un petit peu et c'est quoi la nouvelle saison de Look en Thaïlande ou bien Look à Singapour ou Look un voyage. Donc pour eux, ça leur fait un petit peu de voyage, j'imagine. Mais surtout à leur peur, j'essaye de répondre avec des faits et un petit peu d'objectivité pour justement essayer de casser ces mythes de la dingue, les serpents. Bah oui, les serpents, on en a, oui. Bah oui, il y a de la mafia thaï ici. Bah oui, mais enfin voilà quoi, il faut juste être un petit peu intelligent et essayer de répondre à leurs peurs et leurs concerns, inquiétudes avec un peu de relativisation et des réponses objectives pour instaurer un petit peu de vérité et de terre à terre à des idées reçues. Beaucoup de gens pensent qu'en Thaïlande, tout va. Et c'est pas vrai. La Thaïlande est un pays, on dit en voie de développement, mais développé, avec une forte communauté et une démographie rurale. Mais ils sont bien ancrés dans le monde global d'aujourd'hui. Et ce ne sont pas des coupeurs de coconuts avec leurs singes. Ce sont des gens qui sont très western, très traditionnels d'une certaine manière, mais aussi très adaptés à la globalisation. Et je pense que beaucoup de gens en Occident ont une fausse idée de la mentalité asiatique en général, qui est très traditionnelle, intégrée dans le monde global.
Et beaucoup de gens, je pense, ont ce mythe de la Thaïlande très sous-développée, et ça, c'est très faux. Bullshit. Il n'y a rien de facile de bosser en France, de se libérer du système, rien n'est facile. Il faut travailler, il faut faire ses recherches, il faut être réaliste. Et je ne sais pas en français comment on le dirait, hope for the best, prepare for the worst. Toujours. Et puis pas se laisser d'options. Il faut pas, peut-être option A, option B. Cet endroit ne serait jamais arrivé si on avait eu des options. Il faut se lancer, il faut se renseigner, il faut se préparer. Et il ne faut pas prendre de shortcut. Il n'y a pas de shortcut, c'est pas facile. Et puis on se sent souvent seul. Qu'est-ce que je fais là? C'est compliqué, je suis pas chez moi. Et si je me fais expatrier, enfin si je me fais renvoyer dans mon pays, il faut rester en haleine. Il faut continuer à bosser. On peut pas juste se reposer sur ses lauriers. C'est pas une vie facile. C'est juste où est-ce qu'on choisit son confort? Qu'est-ce qui est important pour nous? Voilà. Et c'est à chacun de faire son avis. La patience. En Thaïlande, ça m'a vraiment appris que rien n'est acquis. À Singapour, dans beaucoup d'endroits où j'ai travaillé ou vécu, je me sentais vraiment chez moi, 100%, et je me suis un peu reposé là-dessus. La Thaïlande m'a vraiment appris qu'il faut continuer il faut pas lâcher. Il faut vraiment rester concentré sur le but, là où on veut aller. Parce que on n'est pas chez nous. Et même si on se sent chez soi, on se sent bien intégré même, on doit, c'est un devoir de payer notre respect, notre dû au pays qui nous accueille et pas se reposer sur ah oui mais c'est bon, je suis installé. Il faut continuer de payer son respect au pays qui nous accueille et pas aller plus vite que la musique. Il faut respecter le tempo local et au lieu d'essayer d'imposer le sien et vraiment faire chaque chose dans son temps. Le plus gros conseil que je puisse donner à quelqu'un, à n'importe qui a envie de s'expatrier, c'est de faire ses devoirs. De jamais penser qu'on est plus malin que tout le monde et de faire attention où on place sa confiance. Trouver un bon avocat, quelqu'un réglo. Pas quelqu'un qui peut, oui je connais quelqu'un, non. Étudier la loi, étudier le marché, regardez aussi la direction dans laquelle l'endroit où vous voulez vous expatrier va. Je veux dire, regardez la tendance, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, ça fait combien de temps, la stabilité au niveau des lois, bien faire ses devoirs et toujours estimer que ce que vous allez faire va vous coûter 2 fois plus d'argent et de temps que ce que vous pensez. Faites les choses dans l'ordre. Déjà, demandez-vous pourquoi vous voulez vous expatrier. Est-ce que c'est pour échapper à quelque chose ou pour aller vers quelque chose? Parce que la première des bonnes raisons, c'est vraiment les raisons internes. C'est vrai que c'est plus confortable, c'est les tropiques ici, mais ça fait pas une vie. Préparez-vous bien, renseignez-vous bien, choisissez des gens de confiance et gardez en tête que vous n'êtes pas les seuls à avoir envie de faire ça. C'est un rêve, certains y arrivent, certains se cassent la binette. Mais ceux qui se préparent bien et qui sont bien dans leur basket et qui sont bien préparés, c'est eux qui arrivent à se créer une vie durable en Thaïlande ou peu importe l'endroit choisi. Il faut être bien ancré
pour s'expatrier. C'est une aventure et c'est un roller coaster. Donc faut être prêt pour oui, les hauts et les bas. On a des plans d'avenir, on a un bail, on commence avec un bail de 30 ans. Ça fait 8 ans. Au niveau, on est très bien établi sur l'île, même sur un plan international au niveau du monde du cirque, du jonglage de feu. On a une clientèle, on a des gens qui non seulement aiment s'entraîner chez nous, vivre chez nous, mais on a aussi une réputation assez stable au niveau de notre motivation de continuer. Et, on a créé une base solide en 8 ans. Ce qu'on fait, on le fait sans vraiment regarder à nos revenus. Et c'est un petit peu là-dessus qu'il va falloir qu'on mette notre attention pour le futur. Et notre solution, ce serait de créer un petit village fait sur des bases de quelque chose qui s'intègre vraiment à la nature, vraiment des bâtiments bien faits. Quand on a créé cet endroit, on avait besoin d'une maison. Donc on a fait construire local, comme les gens savaient construire ici. Ce qu'on aimerait créer, c'est vraiment une petite expérimentation. Bon, tout ça, c'est une grosse expérimentation. Mais de créer un petit village fabriqué avec des matériaux soit recyclés, soit sustainable, avec un système de recyclage d'eau. Parce qu'en fait, on essaie vraiment de faire une preuve par l'expérimentation. Est-ce que ce serait possible de recycler l'eau comme on pourrait le faire avec des modèles européens? Est-ce que ça marcherait ici? Parce que les bactéries, les algues, tout se développe différemment. Donc, trouver une solution pour créer des bâtiments sustainable, pour pouvoir après montrer ce qui marche pas, et surtout pour qu'on puisse commencer à faire un peu plus d'expériences immersives, de faire venir un groupe pendant 1 mois, et pendant 1 mois, ils travailleraient plus la terre, créer vraiment une connexion avec l'artisanat et le faire avec des matériaux recyclés, vraiment avoir un truc beaucoup plus submersif pour créer une expérience qui vraiment pourrait atteindre les gens de manière plus profonde et qui pourrait aussi nous amener une stabilité pour la compagnie et pour ceux qui lui donnent du temps, une stabilité financière un peu plus avec un petit peu plus d'argent que ce que l'on gagne à présent. Le mot sustainability, je connais pas la traduction en français. On dit durable en français. Durable. Ah, alors que pour moi, durable et sustainable, c'est 2 choses différentes. Notre maison a été fabriquée avec du ciment. C'est un gros tas de béton. Ce n'est pas sustainable. La création du ciment utilise énormément de ressources, c'est pas bon du tout. Et puis on a parlé des champs de construction, du nombre de litres d'eau qu'on utilise pour créer une maison en ciment. C'est pas sustainable. Mais par contre, c'est plus durable qu'une maison en bambou, qu'il faudrait qu'on refasse, construire, répare, qu'on entretienne beaucoup plus souvent que cette maison qui est durable. Maintenant, est-ce que c'est sustainable ? Pour voyager, il faut prendre l'avion.
on est vegan, mais on prend l'avion, on a un téléphone. On ne peut plus vivre de manière complètement éco-responsable. Il est très très difficile de rétablir la balance entre ce qu'on prend et ce qu'on donne à la nature. Et le système est très bien fait pour nous en empêcher. C'est extrêmement difficile. Mais par contre, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de choisir ses batailles. Donc voilà, de se faire des promesses à soi, à la planète, à notre entourage, à tout. Se faire des promesses, eh bien, je ne boirai plus jamais Starbucks. Je ne sortirai plus jamais de chez moi sans mes Tiffany Cans. Si j'ai oublié ma tasse à café, eh ben, j'ai pas besoin de café. Trouver des points d'ancrage pour créer cette éco-responsabilité et s'y tenir. Oui, mais personne ne le fait. On s'en fout des autres. Il faut que en soi, pour soi-même, on se crée une promesse de faire mieux tous les jours. Et il n'y a que ça qui compte. Donc, réfléchir avant de faire. Et d'arrêter de penser, de réfléchir que ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour la Terre, c'est bon pour nous. C'est moins confortable, moins rapide, mais ça vaut le coup. Parce que on va laisser vraiment un tas de cendres à la prochaine génération. Et c'est déjà un gros sac de nœuds. Mais oui, bien sûr que c'est insignifiant de dire non à un sac plastique. Il y a tellement de sacs plastiques et tellement de gens qui disent oui à tous ces sacs plastiques. Mais de dire non à ce sac plastique, c'est de choisir ses principes et de s'y tenir. Et ça, c'est une force mentale. Et c'est quelque chose que, en le réitérant, en continuant à chaque fois de prendre cette décision, de renforcer ce principe qu'on s'impose à soi-même, oui, c'est pour la planète, mais c'est surtout pour soi. Qui est-ce que je veux être? On s'en fout des autres, s'ils disent oui, s'ils disent non, si ce qu'on fait, ça sert à quelque chose ou pas. Au moins, on sait qu'on a fait ce qu'on pouvait. Et ça, c'est quelque chose qui renforce notre force psychologique, mentale, et aussi notre force dans les décisions qu'on prend au jour le jour. Et de prendre des décisions qui ne sont pas forcément faciles tout le temps. La vie, c'est pas facile. Et la souffrance, c'est partout. Il faut arrêter de l'éviter et accepter que ça fait partie de la vie et qu'à travers ça, pourquoi est-ce qu'on veut qu'on se rappelle de nous? Est-ce que nous, à la fin du chemin, qu'est-ce qu'on peut regarder derrière et dire qu'on a fait bien? Et encore une fois, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, moi je le fais pour la planète, mais je le fais pour ma santé mentale aussi. J'adore l'idée de l'art fait avec du trash. Mon Ikea préféré de Lille, c'est la déchetterie. J'achète le métal au kilo et quasiment tous les meubles sont faits avec ça ici. Il y a moyen de faire des jolies sculptures, des choses qui ont un impact visuel. Oui, il y a un côté visuel très important. Mais au lieu de faire des sculptures, parce que oui, la sculpture elle va rester au soleil, par vent, par pluie, les bouts de plastique ils vont commencer à retomber par terre, et puis si c'est à côté de la plage, alors là, on a retardé le plastique qui retourne à la mer d'1 an. C'est pas durable. Ce que je voudrais faire sur l'île, c'est apporter des vraies solutions. On importe des verres en verre de Chine. Alors que si on crée un produit dont on a besoin pour les restaurants, les maisons, les magasins, Walmart, Ping Pong, etc., qui sont à vendre. Donc on importe, donc on les fait venir de Chine, tout ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de production en Chine, dont le revenu ne revient pas aux tailles. On amène ces verres ici, on les déballe, donc il y a l'emballage, les plastiques, les machins, on les met là, on les met à vendre, les gens les achètent, ils les cassent, ah bah mince, bon. Alors que les gens boivent du soda water, des bières dans des bouteilles de bière. C'est un produit qui rentre parce que c'est le contenu qui intéresse les gens. On ne crée pas de bière sur l'île, il n'y a pas de petite production ni rien, donc on est obligé de l'importer. Mais après on a le verre. Le verre qui est un matériel lourd, bon évidemment durable, mais lourd. Et ce verre, il faut le réacheminer
sur la Thaïlande métropolitaine. Donc c'est du staff pour les trier par marque, parce qu'elles vont être nettoyées et réutilisées pour la plupart, ce qui est bien. Mais il y a encore ce va-et-vient de bateaux, d'acheminement, de gâchis d'énergie. Au lieu de réacheminer ces bouteilles vers le mainland, si on les gardait, on avait une petite équipe d'artisans qui les coupent et qui en font des verres à boire. On diminue l'import de produits étrangers. On réduit la consommation de fuel sur le bateau de va-et-vient, les emballages qu'on va jeter, qu'on ne sait pas quoi en faire. On donne de la valeur à un déchet et en plus, acheter un pack de 6 verres avec le Cheng dessus, ça c'est un vrai souvenir de vacances. Pas un Elephant Paint qui a été produit en Inde. Ça c'est quelque chose qui a été produit sur l'île, qui a été utilisé avec les déchets, qui a créé du travail, qui fait tourner l'économie et qui a réduit les émissions de CO2 dues au transport. Pour moi, ça c'est une vraie solution. Voilà. Des exemples simples. Déjà, comme j'ai dit, avec les bouteilles en verre, on fabrique des verres à boire. Avec les bouteilles de vin, on fabrique des verres à vin, qui sont d'ailleurs assez stylés. Avec le Tetra Pak, les bouteilles de jus, de lait, etc., on crée des gros paniers. Ça marche très bien pour faire des origamis très forts, parce que c'est 6 couches de matériaux différents. Donc ça se tient très bien. Donc on fait plutôt des boîtes, des paniers, des choses de tri d'organisation. On a trouvé des manières pour le faire de plus en plus vite aussi. On a essayé plein de trucs. Beaucoup de nos déchets, évidemment, on fait du compost. Donc on recycle tous nos déchets alimentaires. On fait attention à ce qu'on met dedans, etc. Quelque chose qui marche très bien au niveau de la sensibilisation, c'est de trouver des petites pierres de quartz sur l'île. Après, moi, je vais à la déchetterie, j'ouvre des ordinateurs, je récupère le cuivre et je fais faire des bijoux aux gens. Comme ça, ils peuvent ramener quelque chose de chez eux qui vient vraiment de l'île et qui enlève un petit peu une petite partie de trash, des trash électroniques. J'utilise pas que le fil de cuivre. Quand je démonte des disques durs, il y a des pièces, on dirait des trucs steampunk, c'est super joli au final. Quoi d'autre? Avec l'aluminium, une fois de temps en temps, on met la forge à fond, on prend une pelle, on fait une marque dans le sable et on fait une nouvelle pelle, par exemple, ou un râteau. On fabrique des objets pas très compliqués en métal avec le métal de nos bouteilles, de nos canettes de bière et de soda. On le fait à peu près tous les 2 ans, parce qu'il faut avoir un gros volume quand même. On n'a pas l'impression comme ça, mais une canette de métal, c'est rien du tout, il en faut des centaines. On récupère pas mal de plastique. Moi, j'aimerais bien le faire fondre à un niveau un peu plus professionnel, mais j'attends d'avoir un peu plus de temps, puis de pouvoir me payer les machines aussi. J'aimerais beaucoup recycler plus de plastique, mais c'est un investissement d'argent et de temps que je peux pas me permettre pour l'instant. J'aimerais bien en fait, j'ai pas très envie de créer des produits qui sont juste décoratifs. J'ai envie de produire du pratique. Donc, par exemple, on est en Thaïlande, tout ce qui est en bois pourrit et tout ce qui est en métal rouille. Donc, par exemple, de créer des meubles, par exemple pour les salles de bain. Parce qu'en plastique, du coup, c'est facile à nettoyer. Ou pour la cuisine. Les verres qu'on met sur nos étagères en bois, c'est super joli le bois, mais il pourrit, il faut le traiter. Une fois qu'on l'a traité, du coup, on a des traces de produits chimiques qui se mettent sur les verres. Enfin, de pouvoir faire des étagères en plastique, qui seraient plutôt jolies, on pourrait avoir une petite production de meubles faits sur place. Des bancs, des étagères, des tables, ce qu'on veut. Après, le tout, c'est d'avoir le matériel de compression. Avec le plastique, il y a beaucoup d'énergie au niveau de la chaleur parce qu'il faut faire fondre et il faut des moules et un petit peu d'hydraulique pour bien presser le plastique.
Injection molding is the most common method for mass manufacturing plastic products. Inject it into a mold, let it cool, and then out pops a plastic product. I'm Bill Hammack, the Engineer Guy. Moi, mon rêve à côté serait de créer du matériel d'entraînement de jonglage. Parce que j'ai créé des designs très jolis, mais j'ai pas envie de les faire en bois. Je préférais les faire avec les moulés, voilà, de faire de jolies formes artistiques, d'éventails pour s'entraîner aux éventails de feu ou autres. Il y a plein de choses, voilà, que j'aimerais créer avec du plastique. Le métal est une ressource que les gens achètent. Je comprends que l'île exporte son aluminium parce que ça a un prix. Le plastique est très dévalué parce que pour certaines sortes de plastique, on a besoin d'une industrie, d'une usine pour le recycler. Le PET, je ne peux pas le faire fondre et en faire quelque chose d'autre. C'est pas possible, c'est compliqué. Alors que le HDPE, les bouchons de bouteille, ça par contre, si j'ai la bonne température, je peux en faire de nouvelles choses, à une petite échelle. Donc après, on va pas rentrer trop dedans, mais le plastique est un vaste, une grande famille de déchets qui se traitent pas tous de la même manière. Et mon rêve, ce serait d'en recycler un ou deux types sur des centaines. On ne se rend pas compte, mais il y a des centaines de différentes sortes de plastique autour de nous. Et certains qui sont très communs, qu'on a beaucoup ici. Et quand le système dit qu'il les recycle, la plupart du temps, c'est de les faire brûler pour créer de l'énergie. Parce que personnellement, sur ma vue personnelle, ce n'est pas du recyclage. À une échelle comme celle-ci, oui, totalement. Parce que pour la plupart pas pour tous les matériaux, je dis pas qu'on arrêterait de devoir exporter des ordures. En fait, il y aurait plusieurs choses à voir. C'est qu'est-ce qui rentre sur l'île, comment c'est collecté et comment c'est redistribué et réutilisé tout de suite sur place en créant des opportunités de travail et de petites entreprises durables sur l'île, right here, qui pourraient nourrir énormément de gens et donner un exemple. En fait, ce qu'on espère peut-être vainement faire ici, c'est de créer un exemple sur cette île. Voilà ce qu'on peut faire pour que le tourisme devienne quelque chose de bénéfique pour cet environnement, au lieu d'être détrimentaire. Je ne suis pas une businesswoman, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais si, ce plan-là, je l'ai déjà fait. Ah non, mais moi, on me donne un budget et elle est déjà faite en fait. Je réorganise complètement la façon dont les déchets sont acheminés vers des plateaux d'artisanat sur place. Ce plan-là, je l'ai déjà fait et je l'ai déjà pitché à des gens haut placés sur Koh Phangan qui n'en ont pas voulu. Moi, je pense qu'on devrait vraiment se rapprocher du rythme de la nature et vraiment écouter un petit peu plus, regarder, sentir ce qui se passe autour de nous. On a des sens qu'on n'utilise plus du tout. Et de venir ici, c'était vraiment
me couper complètement de ce système où c'est tout, on est vraiment embringué dans un truc qu'on ne contrôle pas. C'est tout de suite vite, plus vite, gagner plus d'argent, acheter plus, être au top, mais c'est quoi ces valeurs? Et moi je voulais revenir à des valeurs plus réelles, des valeurs de la terre, des valeurs des gens, et vraiment d'écouter et de vivre aux besoins de soi, mais vraiment de soi et de la nature et ce qui nous entoure.